Être le premier podcast français à interviewer Alex Hormozy, c'est exactement ce à quoi je n'ai pas pensé du tout quand je suis allé le rencontrer à Las Vegas en avril 2024. Pourtant, je vous propose aujourd'hui un épisode spécial de Make Sense, le podcast, dédié aux meilleurs concepts d'Alex Hormozy, donc ce spécialiste américain du scaling de business. Que vous le connaissiez ou non, si vous avez envie de faire grandir votre business, je vous invite tout de suite à écouter cet épisode. Bonjour et bienvenue dans Make Sense, le podcast. Aujourd'hui, épisode un peu spécial puisque non, je ne reçois pas Alex Hormozy, mais je viens d'aller passer un bon bout de temps avec son équipe à Las Vegas. Donc Alex, Leila, sa femme qui est CEO de Acquisition.com et toute leur équipe de direction, donc le directeur des ventes, le directeur du marketing, le head of brand, bref, toute une belle équipe. Et je me disais que ce serait très sympa de faire un épisode récap avec les grandes composantes, on va dire, des frameworks utilisés par Acquisition.com, donc qui est un très gros fonds d'investissement américain, qui est dédié aux boîtes qui font entre 1 et 5 millions de dollars de profit annuel et qu'ils essayent de multiplier, comme un fonds d'investissement classique pour le coup. Et ils ont un framework autour des offres et des leads, et je me disais que ça valait le coup de vous récapituler tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire dans l'épisode d'aujourd'hui, si ça vous convient. Avant toute chose, qui est Alex Hormozy et pourquoi il faudrait l'écouter ? Alex Hormozy, c'est le fondateur de Gym Launch, donc une boîte qui était dédiée au scale des salles de sport. C'est un peu spécial, mais aux États-Unis, il faut se dire que tous les marchés sont beaucoup plus grands, donc forcément, il y a de la place pour ce genre de choses. Ils avaient développé un CRM pour les salles de sport, des programmes pour faire en sorte qu'elles soient à full capacité le plus vite possible. Et il a revendu ça pour un peu plus de 46 millions de dollars. Donc ça, c'était il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, il a créé Acquisition.com, qui est un fonds d'investissement qui vise à faire globalement la même chose que ce que lui a fait avec Gym Launch pour d'autres boîtes. Là, notamment dans les boîtes connues dans lesquelles ils ont investi, il y a Skool, qui est une révolution, on va dire, dans le monde du e-learning. C'est une plateforme à la fois communautaire et pour la formation en ligne. Donc ça va être hyper intéressant de suivre tout ça. L'avantage qu'ils ont, ou en tout cas pourquoi c'est intéressant de les suivre, c'est qu'ils ont vraiment décortiqué tout ce qui fait en sorte qu'un business grandisse ou non. Donc c'est simplifié à l'extrême. Leur volonté, c'est qu'un enfant de 10 ans peut comprendre globalement la plupart des principes. Et c'est très sympa à lire et à écouter quand on est dans un monde où il y a beaucoup de marchands de tapis qui essayent de complexifier les choses, qui camouflent un peu tout derrière des écrans de fumée, à vous parler d'IA, de machine learning, bref, ils essayent de vous enfumer. Moi, je trouve que c'est très rafraîchissant d'avoir un discours sobre, sans fioritures, assez direct et facile à comprendre. Donc pour cet épisode, j'ai choisi 3 grands concepts qui résument bien, on va dire, les bases des startups Acquisition.com et surtout 3 éléments que vous pouvez appliquer dès demain à votre propre business. Donc le premier élément, c'est ce qu'ils appellent l'équation de la valeur, donc les 4 composantes de l'équation de la valeur. Ensuite, il y aura les core 4, désolé pour l'accent, donc les 4 fondamentaux, les 4 noyaux qui servent à l'acquisition de leads et de clients. Donc en gros, ils ont résumé tous les systèmes d'acquisition client à 4 possibilités. Et le dernier point, qui est un peu moins connu, c'est la théorie des contraintes. Et ça, c'est vraiment le nœud qui peut vous permettre de débloquer un business qui plafonne ou qui a un plateau. Donc je vous invite vraiment à rester au moins jusqu'au 3e point, puisque c'est celui-là, à mon avis, qui peut déclencher le reste, même si vous ne pouvez pas forcément y toucher si vous n'avez pas bien maîtrisé les 2 premiers fondamentaux. Donc on attaque tout de suite avec la première partie sur l'équation de la valeur perçue. Donc l'équation de la valeur perçue, pour ceux qui sont sur YouTube, on va vous le mettre à l'écran, c'est un concept qui reprend tout le chemin qui passe dans la tête de votre prospect avant qu'il devienne client. En fait, il y a pas mal de freins à l'achat, on parle souvent des freins à la conversion, ce genre d'éléments. Globalement, ça se résume à 4 éléments. Donc le dream outcome, donc le rêve, l'idéal de votre client. C'est pour un exemple bête et méchant, si vous vendez des programmes de perte de poids, c'est pas le plus sexy, mais c'est le plus efficace pour vulgariser. Si vous vendez des programmes de perte de poids, en fait, le rêve pour la personne, c'est d'avoir perdu du poids. Ça peut être pour des raisons médicales ou autres. Et donc ça, c'est multiplié par la perceived likelihood of achievement, donc le sentiment que votre prospect a d'atteindre ce résultat. Donc par exemple, si vous dites à quelqu'un
tu vas avoir un six-pack d'abdos en moins de 24 heures. Le sentiment, en tout cas la croyance dans l'obtention de ce résultat, elle sera très faible. Pourquoi? Parce que ça paraît irréaliste. C'est comme si on vous promet, je sais pas, de quadrupler votre chiffre d'affaires en 2 heures. Bon, ça paraît un peu bizarre, ça paraît trop beau pour être vrai, et c'est probablement le cas. Donc il faut qu'il y ait une bonne adéquation entre le rêve, l'idéal de votre client et le fait qu'il pense pouvoir l'atteindre. Donc ça, c'est vraiment les deux facteurs du haut, on va dire, de l'équation, avec un bon équilibre entre les deux, puisque si vous avez un rêve idéal qui a une forte valeur perçue pour le client, par exemple, si c'est très important pour lui d'atteindre ce résultat, par exemple, de devenir rentable pour une startup qui lève des fonds en perdant moult argent, vous lui dites, tiens, bah, vas-y, on va viser la rentabilité. En tant que rêve idéal, c'est un rêve qui peut avoir une très forte valeur. Et si en plus, vous pouvez arriver avec un track record, des études de cas qui montrent que vous avez déjà fait ça pour une autre boîte, bah, la likelihood of achievement, on va dire, le fait que ce soit réaliste ou non, va être plus important puisque vous avez, entre guillemets, montré patte blanche, vous montrez que vous l'avez déjà fait pour d'autres, donc ce sera facile à répliquer. C'est la même chose en e-commerce quand vous montrez des photos clients, tout ce qui va être autour des UGC, donc les User Generated Content. Ça montre qu'il y a d'autres personnes qui vous ont fait confiance, ça montre que si vous vendez du mobilier, par exemple, ça rend très bien chez d'autres clients. Donc la valeur, en tout cas le sentiment, la possibilité d'atteindre ce résultat, elle est renforcée par des éléments de preuve sociale, des éléments factuels, comme quoi vous l'avez fait ou non, ou des éléments de crédibilité. Donc pareil, ça, il y a plein d'éléments psychologiques, je ne les ai pas mis dans cette vidéo, sinon ce serait beaucoup trop long, mais c'est tous les biais cognitifs habituels. On avait fait un webinaire sur l'optimisation du CRO, je vous mettrai le lien en description de l'épisode, où on repasse globalement tous les biais cognitifs qui peuvent impacter cette étape-là. Et donc, le rêve idéal de votre client, s'il a une forte valeur et que vous êtes la bonne personne pour y répondre parce que vous l'avez déjà fait et que vous avez su montrer patte blanche, vous allez avoir le haut de l'équation qui est très fort. Donc ça a une très bonne valeur, c'est très bien. Par contre, deuxième partie de l'équation, donc on a 2 facteurs en haut, 2 facteurs en bas. Les facteurs du bas, c'est ceux qui vont venir minimiser la valeur perçue au global. Donc, en bas, on va avoir le délai, donc le temps, qu'ils appellent aussi le time to value, à partir de quand je vais avoir cette valeur. Par exemple, si on reprend l'exemple de la startup qui vise la rentabilité, à partir de quand est-ce qu'elle va être rentable? Est-ce que ça va être en 24 heures, en 1 mois, en 1 an, en 10 ans? Et donc, plus ce délai est long, plus la valeur va baisser, puisque forcément, cognitivement parlant, les gens veulent tout de suite. Ça reste très vrai. C'était déjà le cas avant la société de consommation parce que c'est un biais humain, c'est neurologique. Et plus le délai de réalisation va être long, plus ce sera compliqué de garder une valeur perçue qui est suffisante. Donc, si je vous promets de perdre du poids en 24 heures, c'est très bien, vous allez être très content. Par exemple, on est encore sur les métaphores un peu limites, mais la liposuction, ça va être très peu baissé à ce niveau-là parce que c'est très rapide. Par contre, un changement de régime complet parce que on change que 1 gramme par jour et ça va prendre 10 ans, bon, la valeur globale, elle va être très très basse. Donc ce délai-là, il faut vraiment viser à le minimiser le plus possible, quitte à fractionner la livraison que vous allez avoir à votre client. Par exemple, si vous avez un programme de formation et que tout n'est pas prêt, ou il y a un drip, donc c'est-à-dire que vous donnez quelques modules aux personnes de temps en temps, ou même c'est une formation physique et en fait elle est que dans 6 mois, donc le délai est très long. En fait, il faut voir à quel moment vous pouvez réussir à déjà donner de la valeur. Par exemple, vous pouvez partager des ressources initiales qui vont déjà amener des steps vers l'idéal de votre client. Par exemple, si vous faites une formation, je ne sais pas, sur comment devenir Bicorp et que on est en janvier, mais la formation elle démarre en juillet. Bon, entre deux, vous pouvez déjà envoyer des documentations, vous pouvez envoyer une curation de contenu, et la personne, elle se voit grandir, elle se voit elle-même se rapprocher de l'idéal auquel elle aspire. Donc ça vient baisser le délai, et donc ça vient préserver, entre guillemets, la valeur que vous avez réussi à créer en haut de l'équation. Donc ce délai, vous l'aurez compris, le plus faible possible. C'est pour ça que Amazon Prime, malheureusement, existe.
parce qu'ils savent que le délai vient baisser la valeur. Donc quand vous vendez des produits, il y a eu typiquement Made.com qui vendait du mobilier uniquement en délai long. C'était très bon pour la trésorerie parce qu'ils n'avaient pas à payer en avance. Par contre, on voit que le modèle n'a pas tenu. Il y a d'autres raisons pour ça, mais bref. Le dernier point, ça va être l'effort et le sacrifice. Donc c'est, si on reprend l'exemple du régime, qui n'est pas le meilleur exemple, je le redis, mais il est très bon pour les métaphores. Typiquement, si la personne doit arrêter de manger du chocolat tous les jours, c'est un sacrifice. Donc ça vient baisser la valeur au global, puisque la personne, elle aimait potentiellement bien manger du chocolat. Et ça va peut-être lui demander un effort, parce que peut-être que dans le programme que vous allez dessiner, vous allez lui dire, en fait, il faut aller à la salle 3 fois par semaine. Donc le sacrifice peut être élevé, plus de chocolat, et l'effort peut être élevé aussi, aller à la salle 3 fois par semaine. C'est pareil pour plein de choses. Si vous avez une formation et que cette formation demande d'aller sur place, à la Défense, dans des locaux, en salle sombre, en mode cave, pendant 6 semaines, de 8h à 20h, bon, l'effort et le sacrifice sont à un niveau hyper élevé. À l'inverse, si vous faites du e-learning avec des FAQ où les personnes peuvent venir picorer exactement ce qui les intéresse quand elles le veulent de chez elles, avec en plus des éléments, des infographies, etc., qui font que c'est hyper facile d'apprendre, bon, en fait, l'effort et le sacrifice vont être beaucoup plus bas puisque la personne peut consommer à son rythme et arriver beaucoup plus vite à l'idéal qu'elle recherche. Donc ça viendra éviter la dépréciation qu'il peut y avoir au niveau de l'effort et du sacrifice. Donc si on récapitule cette partie-là, l'idéal de votre client fois la likelihood of achievement, donc à quel point il pense pouvoir réaliser ce rêve idéal au-dessus, tout ça minimisé par le temps que ça va prendre et l'effort et le sacrifice qui vont être demandés par le client. Et ça, c'est ce qui vous donne l'équation de la valeur perçue. Donc, on va chercher à maximiser le rêve idéal de votre client, à apporter le plus de valeur possible à ce niveau-là. On va chercher à maximiser la likelihood of achievement, donc le pourcentage de chances que ça se réalise. Et on va minimiser les facteurs qui viennent baisser cette valeur, qui vont être le délai et l'effort et sacrifice. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez globalement une offre qui est prête à être mise sur le marché, ou en tout cas qui est prête à dérouler sur son marché. C'est aussi ce qui est récapitulé dans le bouquin d'Alex Hormozi sur 100 million dollar offers, qui vous apprend justement à packager votre offre, puisque c'est pas le tout d'avoir ces 4 éléments, il faut réussir à bien les communiquer. C'est pour ça que sur les sites web, vous voyez, typiquement dans le matelas, vous allez avoir 100 nuits d'essai offertes, vous allez l'avoir sur toutes les pages du site en haut. Pourquoi? Parce que c'est important de communiquer sur ces garanties. C'est quelque chose qui va augmenter à la fois le pourcentage de chances que ça se réalise et baisser le risque et le sacrifice. C'est pour ça que vous voyez partout les avis clients, les UGC, vous le voyez de plus en plus sur les fiches produits, par exemple, à quoi mon produit ressemble quand il est porté par quelqu'un, quand ce meuble il est dans un intérieur chez une personne qui a la même maison que moi. Bref, tout ça, ça va jouer sur les biais cognitifs et sur l'équation de la valeur perçue. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse ou si vous pensez qu'il y a des problèmes au niveau de votre offre, vous avez des taux de conversion qui sont pas bons, votre organique, donc tout ce qui va être référencement naturel et l'organique sur les réseaux sociaux, si ça ne marche pas, il y a probablement un problème d'offre. Et c'est pas le fait d'amener plus d'eau via votre robinet, donc amener plus de leads, de visiteurs sur votre site web, c'est pas ça qui va faire la différence. À l'inverse, si vous êtes très bon en organique, si vous faites énormément de chiffre d'affaires sur Instagram par exemple, et que vous ne faites pas encore d'ads, donc de publicité payante, là vous avez probablement quand même des basiques très forts, des fondamentaux solides sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour décoller. Vous pouvez continuer à bosser un peu en mode optimisation du taux de conversion sur cette équation de la valeur perçue pour mieux la communiquer. Par contre, vous êtes prêt à passer à l'étape 2, qui est l'étape de l'acquisition de trafic, la génération de leads. Et donc, à ce niveau-là, ce qui a été théorisé par Alex Hormozi, c'est de dire qu'il n'y a que 4 façons d'aller chercher des leads. Donc, il y a les personnes qu'on connaît et qu'on va aller chercher en one-to-one. Donc ça va être du warm outreach, donc du contact à chaud, on va dire, puisque vous connaissez les gens, mais vous allez les voir un par un. Vous avez à l'inverse, ce qui se fait beaucoup en B2B, ça va être le cold outreach. Donc vous l'avez tous déjà eu, des emails de prospection un peu nuls dans votre boîte mail. Ça, c'est du cold outreach. Et donc ça va être du one-to-one.
Et vous avez le one-to-many, donc le 1, donc vous, vers beaucoup de monde. Et là, on va retrouver, pareil, deux façons de faire. Vous allez avoir la partie payante avec les ads, où vous allez afficher votre offre à des personnes qui ne vous connaissent pas en échange d'une rémunération auprès de plateformes, auprès d'affiliés ou auprès de régies publicitaires, tout simplement. Et vous avez aussi le one-to-many gratuit avec les personnes qui ne vous connaissent pas, mais qui vont vous découvrir sur Instagram en organique, qui vont vous découvrir en SEO sur Google. Bref, vous avez des personnes qui vont vous découvrir par des moyens organiques. Et donc, ces core forts, donc ce noyau de 4, on va dire, on va appeler ça les 4 fantastiques en français. On va avoir en B2B le one-to-one qui est très fort en termes de warm outreach, c'est-à-dire si vous allez voir votre cousin parce qu'il a besoin de faire un site web et que vous vendez de la création de site web, bon, c'est très bien, c'est très facile, vous êtes en one-to-one, vous lui parlez, il vous connaît, il ne va pas vous envoyer péter. Si à l'inverse, vous allez voir le boulanger du coin, ou en tout cas un boulanger qui ne vous connaît pas, pardon, et que vous lui proposez un site web, il va se dire probablement mais qui est cette personne, sauf s'il a un besoin et si vous le présentez bien. Donc on voit que le warm outreach, ça marche beaucoup mieux parce que les personnes vous connaissent déjà, il n'y a pas cette présomption de vente, etc. Et à l'inverse, le cold outreach, c'est quelque chose qui a été tellement mal foutu ces dernières années avec toutes les automatisations à outrance que c'est devenu un peu difficile, sauf si vous avez une très bonne offre, que vous avez bossé avec l'équation de la valeur perçue qu'on a évoquée un peu plus tôt, et où du coup, même des inconnus peuvent être attirés par cette offre-là et se dire, tiens, cette personne peut m'apporter de la valeur, donc je vais l'écouter. Mais ça, on reste vraiment sur du one-to-one, donc le reach, il est assez faible, donc la portée de vos messages est assez faible pour un effort qui peut être conséquent. Donc je ne reparle pas du cold outreach avec les automatisations, parce que pour moi, ça ne marche pas fort. Donc, probablement qu'il y a des personnes qui vont écouter, qui vont se dire, mais si, moi, ça marche très bien. Cool, c'est des exceptions. Par contre, moi, je vois que dans ma boîte pro, j'ai que des spams qui viennent de ces automatisations-là, donc je n'en parle pas. Et la portée, c'est pas ça qui va vous permettre de vraiment dépoter en termes de business, qui va vous permettre de passer un cap sur un e-commerce, par exemple. Vous n'allez pas vous embêter à essayer de vendre votre produit en porte-à-porte. C'est absolument pas le sujet. Et c'est pas comme ça que vous allez créer un e-commerce qui marche. Donc, on va passer direct au one-to-many. Là, on a les deux possibilités évoquées. Donc, on a d'un côté l'organique, qui est très bon en termes de test de son offre. Donc, de se dire, tiens, est-ce que mon offre en organique, elle plaît ou pas? Parce que, comme je le disais, si une offre ne marche pas en organique, il y a à peu près 0 chance qu'elle marche en paid, donc en y mettant de l'argent. Donc, une fois que vous avez ça en tête, vous vous dites, OK, en fait, le référencement naturel, c'est important, Instagram, c'est important, Pinterest, c'est important, etc., etc. Mais vous restez souvent dépendant de certaines plateformes, et donc, ça peut prendre du temps pour le coup. On sait que le SEO, ça peut être long, ça peut être aléatoire, il y a les mises à jour de Google qui peuvent venir vous percuter. Et donc, c'est toujours sain, selon moi, dans un mix média, d'avoir à la fois le free content, donc l'organique d'un côté, et le paid de l'autre. Et donc, c'est les deux points des 4 fantastiques que j'invite quasiment tous les e-commerçants et tous les clients qu'on peut avoir à l'agence à avoir, et c'est ce qui a été confirmé par Alex Hormozy au moment du workshop, c'est de dire il faut réduire sa dépendance à un canal. Donc, l'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On a vu beaucoup de marques ces dernières années qui faisaient de la publicité sur Meta, et bam, le compte publicitaire se fait suspendre pour des raisons X ou Y, et personne ne répond chez Meta parce que c'est des équipes obscures, cachées, personne n'a accès, etc. Il y a beaucoup de mythes là-dessus. Bref, le plus important, c'est que si votre compte publicitaire est restreint, vous ne pouvez plus faire de pub. Et si Meta, par exemple, représentait 80% de votre chiffre d'affaires, du jour au lendemain, vous pouvez perdre 80% du CA, ce qui, généralement, est très mauvais pour l'atteinte de votre point mort, donc le point à partir duquel vous arrêtez de perdre de l'argent quand vous êtes un business. Et donc, du contenu organique qui compte pour, on va dire, au moins 40 à 50% du chiffre d'affaires, et d'un autre côté, des paid ads, donc des annonces publicitaires sur au moins 2 canaux, ce qui va permettre d'éviter une dépendance à un des canaux. C'est ce qui va faire en sorte que votre business est à la fois pérenne et scalable, puisque si vous avez un objectif de coût sur les ventes global qui est facilement atteint parce que en organique, vous avez eu, je sais pas, des grosses retombées presse, vous avez réussi à faire un JT ou je ne sais quoi. Typiquement, je prends l'exemple d'un client qui avait
un casque qui était porté par François Hollande au moment où il était chez Julie Gaillet et il s'est fait paparazzer par Closer ou je ne sais plus qui. Bon, bah, en fait, ils ont eu un boost énorme sur la vente de ce type de casque-là parce que tout le monde voulait l'acheter, soit pour la blague, soit parce que les gens kiffent François Hollande. J'ai jamais compris pourquoi ils s'étaient rués là-dessus. Mais bref, c'est un événement extérieur qui vient baisser drastiquement le coût du marketing et donc cet argent, vous pouvez le réinvestir en paid. Donc c'est intéressant d'avoir une logique de vase communicant à ce moment-là et de ne pas perdre de vue. Et ça, c'est un des gros retours aussi du workshop, ce qui m'a conforté dans l'idée de pas juste faire du monolevier et faire des spécialités à outrance. On voit souvent des agences qui font que du Google Ads, que du Pinterest Ads, etc. Bah, ce qui m'a été confirmé aux US, c'est que ça n'a plus aucun intérêt aujourd'hui de faire ça puisque tout est lié et il faut vraiment avoir une approche systémique du business. Donc ça, j'en parle souvent sur ce que j'appelle la structure Avengers pour une équipe marketing. Pareil, on mettra des liens en description de l'épisode si ça vous intéresse et si vous avez une équipe marketing à gérer ou si vous cherchez une agence qui peut répondre justement à tous vos besoins business. L'important à ce moment-là, c'est d'avoir une bonne harmonie entre vos quatre fantastiques. Et si vous êtes un e-commerce, moi je vous invite vraiment à vous concentrer que sur le one-to-many. Le one-to-one, vous pouvez le déporter un peu avec tout ce qui va être les logiques de customer advocacy, donc faire en sorte que vos clients deviennent vos ambassadeurs. C'est parfois assez difficile, ça demande une bonne concertation entre pas mal de directions dans les grosses boîtes. Les petites boîtes, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même une masse critique de clients à servir ou qu'on a déjà servi qui peuvent être des ambassadeurs potentiels. Donc vraiment, tant que vous atteignez pas, on va dire, 5 ou 10 millions de CA annuels, le one-to-one en e-commerce, vous embêtez pas trop. Par contre, si vous avez, par exemple, comme dans mon cas, une agence de marketing digital, bah oui, en fait, le one-to-one, ça va être très puissant. Pourquoi ? Parce que vous vendez en B2B et vous avez des tickets moyens beaucoup plus élevés qu'un e-commerçant qui va avoir un panier moyen autour de 60 € et qui ne peut pas se permettre de faire ce one-to-one. Donc vraiment, ça dépendra de la forme de votre business et de votre modèle économique, mais vous pouvez aller piocher parmi ces quatre fantastiques pour choisir au moins le premier qui fait sens pour vous et ensuite dérouler sur les autres pour scaler de manière cohérente, passer un plateau, passer des plafonds, pour créer des nouveaux canaux d'acquisition qui font sens et qui sont créés de manière saine, on va dire. Le but, c'est pas de créer des usines à gaz. Je vois des fois des e-commerçants qui font 3 millions de chiffre d'affaires annuel tout mouillé et qui sont sur Google, Meta, Pinterest, qui font de l'email, qui veulent faire du TikTok, du Snap. Bref, arrêtez de diluer votre budget et votre énergie. Ça, ils l'ont bien dit. Entre guillemets, avant... Bon, c'est à l'américaine en plus, mais pour eux, avant de faire 1 million de profit annuel, il ne faut pas s'embêter à avoir 2 canaux. Donc eux, ils étaient même en mode ne faites que du Facebook Ads jusqu'à avoir 1 million de profit annuel, ne faites que du SEO jusqu'à avoir 1 million de profit annuel, et limite à chaque million supplémentaire, vous venez débloquer un nouveau levier, mais c'est pas si linéaire que ça. Vraiment, concentrez-vous d'abord sur devenir subsistant et ensuite chercher la croissance. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec ça. Et si le sujet vous intéresse, pareil, c'est dans le deuxième bouquin d'Alex Hormozi, donc $100 million lead cette fois-ci, qui est sorti à l'été 2023 et qui reprend bien toutes les façons de faire du trafic et de générer des leads que j'ai pu évoquer, un peu plus en détail, avec aussi un gros focus B2B. Donc si vous êtes e-commerçant, concentrez-vous plutôt sur la partie one-to-many là-dedans. Si vous êtes en B2B, concentrez-vous à la fois sur le one-to-one, mais le one-to-many si vous avez passé un certain stade de chiffre d'affaires et que vous cherchez à scaler. Voilà pour la deuxième partie de cet épisode. On arrive maintenant à la partie tant attendue, qui est celle qui est peu évoquée sur les chaînes YouTube et sur les podcasts d'Alex Hormozi. C'est la théorie des contraintes. Donc la théorie des contraintes, c'est pas eux qui l'ont inventée, il me semble, mais c'est assez puissant niveau business puisque c'est inverser vraiment les croyances limitantes que peut avoir un business. Leila Hormozi, donc la CEO d'Acquisition.com, quand elle arrive dans une portfolio compagnie, donc une des startups dans lesquelles Acquisition.com a investi, elle a souvent des remarques sur « oui, mais on ne peut pas faire ça, c'est impossible ». Et sa réponse type, c'est de demander « pourquoi ». Par exemple, c'est impossible de se lancer sur Google Ads parce que on ne fait que du Meta Ads et c'est impossible. Ok, pourquoi c'est impossible de se lancer sur Google Ads ? Parce qu'on n'a pas les compétences en interne. Ok, donc là, je prends un exemple simple, vous le voyez, la solution c'est quoi ? C'est soit recruter quelqu'un qui a les compétences,
soit aller chercher une agence qui a les compétences, et c'est facile. Voilà. Donc, si c'est une contrainte pour votre business, par exemple de dire notre site web est trop lent, on ne peut pas l'accélérer, ok, bah peut-être que c'est un manque de compétences, il faut aller chercher cette compétence-là potentiellement en externe. Moi, je sais que j'ai des problèmes de vente dans ma boîte parce que je déteste la vente et on n'en a jamais eu besoin jusqu'ici, on faisait que de l'inbound avec l'agence Make Sense Digital. Bah ok, peut-être que demain, limite, ça va être de débloquer la vente. Et si je me dis c'est impossible de vendre en agence marketing, etc., bon, je sais que c'est faux parce que je l'ai déjà fait, mais ça pourrait être de dire ok, en fait, peut-être qu'il faut un training sur le sales, peut-être qu'il faut juste dédier du temps sur le sujet. Et donc, c'est une logique de gestion d'agenda et pas une logique de vente. Donc, cette théorie des contraintes, elle peut être assez variée, ça dépendra vraiment de votre business. Si vous avez un e-commerce, ça peut être des problèmes de stock, ça peut être des problèmes d'appro, peu importe. Mais l'idée de cette théorie des contraintes, c'est de dire qu'il y a un très faible nombre de contraintes, probablement même une seule majeure, qui empêche votre business de passer au prochain niveau. Ensuite, il y aura d'autres contraintes, etc. C'est un peu le cycle problème-solution. On a un problème, on trouve une solution qui engendrera d'autres problèmes, mais qui sont à un niveau plus élevé puisqu'on fait plus de chiffre d'affaires ou plus de résultats, et ainsi de suite. Donc ce cycle problème-solution, il est assez déprimant en un sens parce que il est sans fin, mais c'est sain de l'avoir en tête et de se dire il faut trouver la bonne solution au bon problème. Ça va amener d'autres bons problèmes auxquels on va amener des bonnes solutions, et ainsi de suite. Donc, cette théorie des contraintes, pour le coup, c'est quelque chose qui est souvent mal géré et pareil, vous pouvez placer ça sur un axe avec les bons problèmes et les mauvais problèmes auxquels vous pouvez apporter des bonnes solutions ou des mauvaises solutions. Donc, le problème de certains business, c'est que 90% du temps, d'après ce qu'il disait en termes de stats lors du workshop chez Hormozy, c'est que les entreprises vont se focaliser sur le mauvais problème et y apporter pour autant potentiellement une bonne solution. Donc vous pouvez avoir une très bonne résolution d'un non-problème. Ça, vous le voyez souvent dans les boîtes. On a un problème de site web. Ok, on va faire une refonte. Très bien. On fait une refonte, ça coûte un bon paquet d'argent. Pourquoi on l'a fait? On ne sait pas trop. En fait, on se dit oh, oui, c'est sympa. Est-ce qu'il y a un impact réel sur le taux de conversion? Généralement, non, parce qu'en plus, c'est une mauvaise exécution. Donc là, on est parfois sur le mauvais problème, la mauvaise solution. Changer un logo parce qu'on en a envie, c'est souvent une mauvaise solution pour un mauvais problème. Donc, l'idée, et c'est le rôle normalement des comités de direction, des comités stratégiques marketing, comme nous on peut les faire avec nos clients chez Make Sense Digital, c'est de te dire, calmos, dézoomons un peu, rien n'est urgent, beaucoup de choses sont importantes, certes, mais est-ce que l'énergie des 3, 6, 12 prochains mois, elle est mise au bon endroit? Et souvent, ce qu'on voit, on a souvent via l'inbound des personnes qui viennent et qui disent « Ah, il faut absolument que je me lance sur Facebook Ads parce que mes concurrents le font. » Ok, est-ce qu'on est sûr que ton offre est bonne? Est-ce que tu as des bons résultats en organique? Non. Ok. Peut-être qu'il y a une étape préliminaire qui n'est pas remplie et que tu vas apporter une mauvaise solution à, cette fois-ci, un vrai problème. Tu as un vrai problème d'acquisition. Il y a pourtant un prérequis à faire. Donc tu dois d'abord tacler ton offre et ensuite on ira s'embêter à la mettre de manière payante en face de tes utilisateurs. Mais là aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui prennent quand même ce genre de clients et c'est pour ça aussi qu'il y a des churns assez élevés, donc des résiliations assez élevées dans les agences. C'est parce qu'il n'y a pas cette phase d'évaluation de l'offre typiquement et du contexte économique, marketing et même structurel de la boîte. Et c'est un petit défaut de l'écosystème agence pour le coup, c'est ce côté don't leave money on the table. Si je peux avoir un client, je le prends, je le prends. Nous, pour le coup, on refuse à peu près un client sur 3. Et c'est important, à mon avis, de bien comprendre ça, de dézoomer. Et je sais que côté e-commerce, ça peut être assez compliqué. Quand j'étais CMO, j'avais l'impression d'avoir 500 incendies à la fois à éteindre. Et pour autant, là où c'était le plus game changer pour la boîte, c'était quand j'arrivais à identifier, on va dire, le foyer principal, celui qui avait déclenché les autres feux. Si on arrive à éteindre cet incendie, on va éteindre potentiellement 470 autres incendies et il n'en restera que 29 ou 30. Mais ça évitera d'aller chercher les 500 petites étapes une par une. Donc, ce dézoom, cette étape de focus, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Là, pour le coup, pendant l'atelier, on était plusieurs
à venir ici pour dézoomer aussi sur notre business et le voir à la fois dans son ensemble, donc tous les services d'une entreprise, par exemple le service client, la logistique, le marketing, etc. On dézoome le plus possible. Et ensuite, on va aussi dézoomer pour voir la place de votre entreprise sur son marché. Donc, c'est pour ça d'autant plus que ça n'a peu d'intérêt maintenant de se dire « Ok, je veux vraiment the expert sur Meta Ads ». C'est devenu quand même de plus en plus simple à ce niveau-là. Il y a encore des façons de se viander, mais bref, c'est devenu plus simple. C'est pas là où ce sera game changer. L'idée, c'est à quel point vous arrivez à dézoomer et à voir, ok, je suis sur ma tour de contrôle, je sais exactement où je dois emmener mes troupes, je sais où je dois aller. Et ça, la théorie des contraintes, pareil, si ça vous intéresse, je vous invite à lire pas mal de choses sur le sujet ou à aller voir sur la chaîne YouTube. J'en parle de manière quand même assez régulière maintenant parce que je trouve que c'est un concept qui mérite vraiment, vraiment d'être démocratisé. Donc, cette théorie des contraintes, allez voir, trouvez la vôtre, choisissez une bataille et essayez d'éviter, en tout cas évitez d'aller sur plusieurs fronts à la fois. On sait que ça ne marche pas, votre énergie, elle est faite pour être monofocus. Déchargez auprès de vos équipes, de vos agences, de vos partenaires, certains éléments s'il faut pour vous concentrer vraiment sur la contrainte ultime de votre business. Là, pour le coup, au retour de cet atelier là chez Hormozy, moi j'ai une contrainte que je dois tacler dans les 4 prochains mois et une seule. Donc j'ai libéré 50% de mon agenda pour pouvoir gérer cette contrainte-là qui est structurelle pour la place de l'agence sur son marché. Et je choisis cette bataille-là. Je continue de gérer mes propres clients et une partie de l'équipe sur les 50% restants, même si l'équipe elle est plus ou moins autogérée. Donc je suis même pas dans les standards où je devrais normalement passer plus de 80% de mon énergie sur une problématique. Mais faites ce que je dis, pas ce que je fais, pour le coup, malheureusement. Essayez au moins d'y libérer la moitié de votre temps une fois que vous l'avez identifié. Et pour le coup, la contrainte, si je peux vous donner un indice sur comment l'identifier, si vous êtes directeur ou fondateur d'une boîte, généralement, la contrainte, elle va être à un endroit qui est hors de votre zone de confort. Par exemple, moi je sais que j'ai d'autres contraintes liées à la vente parce que je n'aime pas ça. Je déteste aller prospecter, je déteste aller emmerder les gens. Et donc, c'est une des contraintes de la boîte parce que c'est ma zone d'inconfort, donc c'est là où j'ai mis le moins d'énergie. Par contre, ce qui n'est pas une contrainte et là où je passais beaucoup trop de temps, c'est sur la delivery, donc la livraison de services à nos clients. Pourquoi? Parce que j'adore ce que je fais, j'adore le marketing, j'adore le digital, j'adore le marketing digital. Donc, j'y passais énormément de temps. Et pour autant, aujourd'hui, l'équipe est aussi douée que moi sur énormément de sujets. Ils ont les process en place pour servir de manière qualitative tous les clients. Et donc, ma valeur ajoutée à cet endroit-là est assez faible, même si j'adore y passer du temps. Donc, pour trouver votre contrainte, regardez aussi un peu dans l'ombre, dans les endroits que vous aimez pas trop regarder. Si vous êtes un e-commerçant et que vous détestez la logistique, peut-être qu'il y a des choses à ce niveau-là. Si vous êtes, pareil, dans la génération de leads et que vous, tout ce qui vous intéresse, c'est de générer des leads mais pas de closer, peut-être qu'il y a un problème au niveau du closing. Donc, ça peut être une bonne piste pour trouver sa première contrainte et s'initier à la théorie des contraintes. Donc, c'était les 3 points principaux que je retiens suite au workshop d'Alex Hormozy à Las Vegas. J'y retourne en septembre pour la prochaine étape et pour voir si j'ai réussi à tacler ma propre contrainte. Donc, j'espère que cet épisode avec un invité par procuration vous a plu. L'invité était un peu cher puisque Alex Hormozy me semble qu'il facture à peu près $100 000 de l'heure. J'avais pas les moyens de le faire venir sur le podcast et en plus ça aurait été en anglais, donc je vous fais une faveur de le faire en français. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur ces sujets-là. Moi, je vais vraiment suivre ce framework à la lettre à partir de maintenant. Je suis fan aussi du mono framework, donc c'est-à-dire pas aller picorer des théories à droite à gauche. Et donc, je vais me plonger là-dedans parce que je trouve que le framework est simple, efficace et déployable. Donc, c'est réaliste et c'est pas un truc théorique fait par des vendeurs de PowerPoint dans des tours parisiennes, on va dire ça comme ça. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez plus de contenu là-dessus, pareil, écrivez-moi. Les liens pour contacter sont en description de l'épisode. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et comme d'habitude, si vous êtes sur Apple Podcast ou sur Spotify, laissez-nous 5 étoiles. Ça nous fera très plaisir et ça permet de continuer à produire du contenu de qualité et à vous mettre à disposition gratuitement. Si vous nous regardez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.